Membrane caractérise toutes les cellules, qu'elles soient prokaryotiques ou bien eucaryotiques. Toutes les cellules sont constituées par cette membrane, à savoir la membrane plasmique. Il existe quand même une différence avec les prokaryotes, c'est que les eucaryotes sont des cellules compartimentées. Compartimentées, ça veut dire qu'elles possèdent des endomembranes. Des membranes internes qui entourent des structures spécialisées, qui entourent les organites cellulaires. Donc, les endomembranes existent uniquement chez les eucaryotes, alors que l'exomembrane, c'est la membrane plasmique qui entoure toutes les cellules de tous les êtres vivants. On avait abordé la dernière fois la composition biochimique des biomembranes. Nous avons dit que l'architecture des membranes biologiques est représentée par des lipides. Donc, le squelette, l'architecture de la membrane, ce sont des molécules lipidiques auxquelles s'associent des protéines, dans la plupart des cas. Et pour certaines membranes, pour deux types de membranes, on a en plus les sucres ou bien les glucides. Donc, les membranes, c'est plutôt les lipides, plus les protéines. Mais pour la membrane plasmique, pour la membrane des lysosomes, nous avons en plus des glucides. Des glucides qui apparaissent soit du côté externe de la membrane biologique, soit du côté interne de la membrane biologique. Externe dans le cas de la membrane plasmique et interne dans le cas de la membrane qui entoure les lysosomes. Lysosome, c'est l'appareil digestif de la cellule. Nous allons voir que les sucres tapissent la face interne de cette vésicule. Les lipides, il y en a globalement plusieurs types. Vous avez les phospholipides, que vous connaissez. Les phospholipides, il y a deux types, rappelez-vous. Il y a les glycérophospholipides et il y a les sphingophospholipide. Les glycérophospholipides, ça veut dire qu'ils contiennent du glycérol. Du glycérol, rappelez-vous, on va voir la formule tout à l'heure, plus des acides gras, plus de phosphate, plus un deuxième alcool qui peut être soit la sérine, soit l'inositol, soit l'éthanolamine, etc. Donc phosphatidylinositol, phosphatidylcholine, phosphatidylsérine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylglycérol, ce sont des glycérophospholipides. Et puis pour les sphingophospholipides, vous avez la sphingomyéline. La sphingomyéline, c'est un exemple de sphingophospholipide. Donc, les phospholipides. Et à côté des phospholipides, vous avez les stérols. Les stérols, d'accord, soit le cholestérol chez les cellules animales, soit l'ergostérol chez les cellules végétales. Donc l'équivalent du cholestérol chez les végétaux, c'est l'ergostérol. On va voir ça tout à l'heure. Et puis vous avez une troisième catégorie qui existe dans certaines situations, ce que vous avez appelé les glycolipides. Les glycolipides, ce sont donc des lipides associés à des glucides. On les trouve soit au niveau de la face externe des membranes biologiques, soit au niveau des membranes des lysosomes. Donc on les trouve uniquement au niveau de deux membranes biologiques. À côté des lipides, vous avez les protéines qui sont associées. Et on vous a dit qu'il y a deux types de protéines. On va noter ça, ne vous inquiétez pas. Il y a les protéines externes, que vous avez aussi appelées périphériques, qu'on appelle également extrinsèques, externes, soit du côté de la face externe, soit du côté de la face cytoplasmique, à peine associés à la membrane biologique. Ils sont pas très fixés sur la membrane biologique, ils interagissent, mais ils n'intègrent pas totalement la membrane biologique. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis vous avez deuxième catégorie, les protéines internes. On les appelle également intégrées. On les appelle également intégrales. On les appelle aussi transmembranaires. Transmembranaires, ça veut dire qu'ils traversent toute l'épaisseur de la membrane biologique. Traverser la membrane biologique, vous savez que la membrane biologique, son intérieur est hydrophobe. D'accord? Les phospholipides se mettent en double couche, avec les côtés hydrophiles, soit externes, soit internes. Et le centre, ce sont les chaînes des acides gras.
Si vous avez une protéine qui traverse la membrane biologique, ça veut dire qu'elle va traverser la membrane biologique. Pour qu'elle traverse la membrane, il faudrait qu'elle la traverse avec une partie qui est aussi hydrophobe. Donc, la partie de la protéine qui doit traverser cette épaisseur de la membrane biologique doit être formée par des acides aminés hydrophobes. Rappelez-vous la structure des acides aminés. Ils se distinguent par le radical R. Et selon le radical R, vous avez soit des acides aminés hydrophobes, soit des acides aminés hydrophiles. Hydrophobes, nous avons dit hydrocarbonés. Ou là où il y a généralement que le carbone et l'hydrogène. C'est le cas de la valine, c'est le cas de la leucine, c'est le cas de la l'isoleucine, c'est le cas de l'alanine, c'est le cas de la phénylalanine. Donc tous les acides aminés hydrophobes, d'accord, on peut les retrouver lorsqu'il s'agit d'une protéine transmembranaire à l'intérieur de la membrane biologique. Pour que ça traverse la membrane une seule fois, il faudrait qu'il y ait une vingtaine, voire une trentaine d'acides aminés bout à bout. D'accord? Donc une séquence continue de 20 à 30 acides aminés hydrophobes. Un fragment formé uniquement par des acides aminés hydrophobes. Donc si vous avez au niveau de votre protéine une séquence d'acides aminés hydrophobes de 20 à 30 acides aminés, eh bien, probablement cette séquence-là, c'est une séquence qui permet à la protéine de traverser l'épaisseur de la membrane biologique. Ça peut traverser une seule fois, comme ça peut traverser plusieurs fois. Lorsque ça va traverser une seule fois, on dit monotopique ou bien bitopique. On voit la différence. Et lorsque ça va traverser plusieurs fois, on parle de polytopique. Polytopique, ça veut dire qu'elle traverse la membrane à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez compris ça? Une protéine qui est formée que par des acides aminés hydrophiles, elle va être périphérique. Une protéine qui contient des acides aminés hydrophobes, elle peut être transmembranaire. À une condition, il faudrait au moins que les acides aminés hydrophobes soient l'un après l'autre et qu'il y en a au moins une vingtaine d'acides aminés hydrophobes. Donc un fragment de la protéine, il doit être complètement hydrophobe pour qu'il puisse traverser la membrane biologique. D'accord? Revenons aux lipides. Les lipides, ce sont des esters généralement d'alcool et d'acide gras. Ils sont donc formés par des acides gras pour la plupart. Et rappelez-vous, on a vu déjà ça la dernière fois, les acides gras, ils peuvent être soit saturés, soit insaturés. Insaturés, une seule double liaison, mais j'avais dit la dernière fois que la double liaison est trans, elle est 6. Les acides gras saturés, insaturés, portent une double liaison 6, une configuration 6. Ça veut dire les deux hydrogènes sont du même côté, les petits substituants sont du même côté, et puis le reste des chaînes sont aussi du même côté. Donc ça veut dire que les acides gras, lorsqu'ils vont être insaturés, ils vont être déformés. Ils vont être déformés. Leur chaîne ne va pas être linéaire, elle va être déformée. Supposons que vous avez deux molécules voisines, deux phospholipides voisins au niveau de la membrane. Comment ils vont rester associés les uns aux autres? Par des interactions. Si vous avez des molécules ensemble, ça veut dire qu'elles interagissent. Ça veut dire qu'il y a des liens qui s'établissent entre les molécules. Ce qui maintient une structure en double couche, ce sont les liaisons entre les molécules. D'accord? Les liaisons entre les molécules. Quel type de liaison? Eh bien, généralement, des liaisons faibles. Liaisons faibles, vous avez soit des liaisons hydrogènes, soit des liaisons ioniques, soit des liaisons hydrophobes, soit des liaisons de Van der Waals. Donc, il y en a 4 types de liaisons faibles. Rappelez-vous le jour de la première séance, j'avais dit les molécules hydrophobes réagissent ensemble et les molécules hydrophiles réagissent ensemble. Donc si vous prenez deux molécules hydrophiles, elles vont s'associer entre elles. Nous allons voir comment. Si vous prenez deux molécules hydrophobes, elles peuvent s'associer entre elles par des liaisons faibles. Molécules hydrophiles, ça veut dire molécules chargées. Ça veut dire des molécules qui portent des charges. Charge positive, charge négative. Si vous avez deux molécules polaires hydrophiles associées, on peut avoir automatiquement des liaisons ioniques. Donc elles peuvent s'associer par des liaisons ioniques. Le côté plus d'une molécule avec le côté moins de l'autre molécule. Si vous avez des molécules polaires, elles peuvent s'associer par des liaisons hydrogènes. Rappelez-vous, nous avons dit les molécules biologiques portent des fonctions alcool.
Et on sait que les fonctions alcool peuvent donner des liaisons H. Elles portent des liaisons amides. Elles portent des liaisons amines, NH2. Elles portent des fonctions carboxyles. Donc ce sont des fonctions qui peuvent donner des liaisons H, des liaisons hydrogènes. Donc des molécules hydrophiles peuvent s'associer par liaison H, peuvent s'associer par des liaisons ioniques, mais elles peuvent aussi s'associer par des liaisons de Van der Waals. Van der Waals, c'est quoi? Rappelez-vous, en première année, on vous a dit, quand on rapproche deux atomes, à un certain moment, elles s'attirent, même si les deux atomes sont identiques. Pourquoi? Parce que le centre d'un atome est chargé positivement, les électrons qui gravitent portent une charge négative, ça veut dire que c'est polarisé autour de l'atome, vous avez donc un centre positif et puis une périphérie qui est négative, deux atomes l'un à côté de l'autre, il se peut à un certain moment, le côté positif de l'un s'attire avec le côté négatif de l'autre. Donc, tous les atomes, même lorsqu'elles vont être identiques, elles peuvent s'associer par des liaisons de Van der Waals. Donc, si je résume, si vous avez deux molécules hydrophiles, par exemple, les pôles hydrophiles des phospholipides, deux phospholipides, deux côtés hydrophiles sont du côté externe ou bien interne. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ils sont maintenus par quoi? Par des liaisons H, par des liaisons ioniques, et par des liaisons de Van der Waals, et par des liaisons de Van der Waals. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste les liaisons hydrophobes. Hydrophobes, ce sont des liaisons qui caractérisent les molécules hydrophobes. Si les molécules hydrophobes restent ensemble, c'est qu'elles interagissent entre elles. Et cette interaction-là, on l'appelle interaction hydrophobe. D'accord? En enzymologie, on vous a dit que les protéines se replient de telle manière à ce que les acides aminés hydrophiles se retrouvent en surface et que les acides aminés hydrophobes se retrouvent à l'intérieur. Donc s'ils restent à l'intérieur, c'est qu'ils sont associés essentiellement par des liaisons hydrophobes. Donc, à l'intérieur d'une membrane biologique, vous avez beaucoup de liaisons hydrophobes. D'accord? À l'intérieur, vous allez avoir des liaisons hydrophobes. Vers la périphérie, vous allez avoir des liaisons H, des liaisons ioniques, et un petit peu de liaisons de Van der Waals. D'accord? Donc, si vous prenez une membrane biologique qui est formée par des molécules, eh bien, les molécules, nous avons dit, ce sont des molécules qui sont associées par des liaisons. Deux molécules linéaires d'un côté, et puis des molécules qui sont déformées de l'autre côté, lesquelles vont donner plus de liens, plus de liaisons. Au niveau de la membrane, vous avez des chaînes linéaires et puis des chaînes déformées. D'accord? Lesquelles vont interagir plus? Ah non. Une liaison faible, par définition, c'est une liaison faible qui s'établit à courte distance. Si vous avez des molécules éloignées, ils ne vont pas s'attirer parce que votre liaison est faible. La liaison s'établit contre deux molécules côte à côte. Si vous éloignez les molécules, il n'y aura pas d'interaction. C'est-à-dire qu'au niveau de votre membrane biologique, la présence d'acides gras insaturés diminue les interactions entre les molécules voisines. Plus vous avez des acides gras insaturés au niveau de votre membrane, plus il y aura moins de liaisons entre les molécules voisines. Pourquoi? Parce qu'il y a des déformations, parce que les molécules sont écartées, les molécules sont éloignées, donc on aura moins de liaisons dans ce cas-là. Moins de liaisons, ça veut dire que les molécules vont être plus ou moins libres. Libre, ça veut dire mobile. Ça veut dire que la membrane va être plus fluide. Donc c'est l'une des propriétés des membranes biologiques, la fluidité. La fluidité, ça veut dire la mobilité des molécules dans un milieu donné. Dans ce cas-là, la mobilité des molécules qui constituent les membranes biologiques. Mobile, lorsqu'il y aura moins d'interactions. Plus vous allez avoir beaucoup de liaisons, plus la fluidité va diminuer. Donc la fluidité, elle est en relation directe avec les interactions, avec les liaisons qui s'établissent entre les molécules biologiques. Ça, c'est la première chose. Tout facteur qui touche les interactions entre les molécules biologiques va modifier la fluidité biologique. Donc, si on modifie les liaisons, on modifie la fluidité. Par exemple, la température. Vous augmentez la température,
Vous allez détruire les liaisons. Si on détruit les liaisons, la fluidité augmente. Vous allez réduire la température. Vous allez figer les molécules. Et donc le nombre de liaisons va augmenter. Et par conséquent, la fluidité diminue. Donc tout facteur qui provoque une augmentation des interactions entre les molécules voisines va diminuer la fluidité. Au contraire, tout facteur qui diminue les liaisons entre les molécules voisines va augmenter la fluidité. Donc vous allez faire ce raisonnement général. Supposons par exemple que je vous donne une membrane biologique. Je vous dis voilà, on va intégrer dans cette membrane biologique des protéines transmembranaires. Est-ce que la fluidité va augmenter ou bien est-ce qu'elle sera diminuée? Non, il diminue. Mademoiselle, quand on donne la réponse, il faut donner la réponse. Il ne faut pas répondre comme ça. D'accord? Moi je vous ai expliqué. Tout facteur qui tend à augmenter les interactions entre les molécules voisines va diminuer la fluidité. Tout facteur qui tend à diminuer les interactions entre les molécules voisines va augmenter la fluidité. Maintenant, c'est quoi le facteur? J'introduis des protéines transmembranaires. L'espace entre les interactions. Là, Les interactions sont diminuées. L'espace entre les deux acides gras va diminuer. Par conséquence, la fluidité va augmenter. C'est pas ça, mademoiselle. Si elle va diminuer, on a dit, vous avez dit que les protéines, pour qu'ils soient insérés dans la membrane, pour qu'ils doivent porter en minimum à des vingtaines d'acides hydrophobes, alors les interactions hydrophobes vont augmenter. Ce qui va diminuer la mobilité et ensuite la fluidité. C'est à peu près ça. Mademoiselle, tout facteur, qu'il soit physique, chimique, peu importe, qui tend à renforcer les liaisons entre les molécules, va diminuer la fluidité. Au contraire, tout facteur qui détruit les liaisons entre les molécules va rendre les molécules mobiles. La fluidité va augmenter. Une protéine transmembranaire, c'est une grosse protéine. C'est une grosse molécule. La taille d'une protéine, c'est 100 fois la taille d'un lipide, d'un phospholipide. Vous voyez, donc c'est grand. Vous introduisez quelque chose qui est hydrophobe. Vous introduisez quelque chose, une grosse molécule hydrophobe. Elle vient piéger les molécules voisines. Elle va réagir avec les molécules voisines. Et donc, elle va rendre cette partie de la membrane figée. Et donc, la fluidité diminue. D'accord? Donc, vous introduisez quelque chose qui interagit avec toutes les molécules proches. Donc, la mobilité sera diminuer et donc la fluidité diminue. D'accord? Si vous remplacez les acides gras à courte chaîne par les acides gras à longue chaîne, que va-t-il se passer? Je remplace au niveau de la membrane les acides gras à courte chaîne, d'accord, par des acides gras à longue chaîne. Est-ce que la fluidité augmente ou bien est-ce que la fluidité diminue? Je prends les petites molécules et je les remplace par des grandes molécules. Quelle serait la conséquence? Grande molécule, ça veut dire plus de liaison. Plus de liaison, ça veut dire diminution de la fluidité. D'accord? Vous connaissez le cholestérol? Le cholestérol, vous avez donc là la structure du cholestérol. Le cholestérol, elle est formé par un noyau hydrophobe, une chaîne hydrophobe, 27 atomes de carbone au total, et un OH qui apporte l'hydrophile, qui est hydrophile. Donc un seul carbone hydrophile, le reste c'est hydrophobe. Si vous l'introduisez dans la membrane biologique, quelle serait la conséquence? Donc, il diminue la fluidité. Donc, l'augmentation de la teneur en cholestérol dans une membrane biologique permet de diminuer
la fluidité membranaire parce que le cholestérol, il va s'insérer dans la membrane biologique, il va piéger les molécules voisines et donc il va diminuer la fluidité membranaire. D'accord? Nos organismes ou bien nos cellules s'adaptent. Supposons par exemple, il fait froid, et lorsqu'il fait froid, qu'est-ce qu'il doit faire l'organisme? Comment il va répondre? Nos cellules, qu'est-ce qu'ils vont faire? La dégradation des acides. Moi je parle de restons dans la fluidité membranaire. Restons dans la fluidité membranaire. Il fait froid. Quelle est la conséquence du froid sur la membrane biologique? Diminution de la fluidité. Comment elle va répondre notre cellule? Qu'est-ce qu'elle va faire la cellule? Notre organisme, qu'est-ce qu'il va faire pour adapter la fluidité? Il va essayer d'optimiser la fluidité. Il va essayer de rétablir la valeur normale de la fluidité. Il va faire de son mieux pour que la fluidité revienne à la normale. Mais comment? Quels sont les moyens dont dispose notre organisme? Il peut par exemple intégrer du cholestérol dans la membrane. Ah mademoiselle, s'il intègre du cholestérol, la fluidité va augmenter. La libération du cholestérol. Avant le cholestérol. Monsieur, les liaisons entre les molécules. Pardon mademoiselle? La rupture des liaisons. Conduction de la chaleur. C'est une réponse très simple. Il va remplacer par exemple les acides gras à longue chaîne par les acides gras à courte chaîne. Il va remplacer les acides gras saturés par les acides gras insaturés. Donc ça c'est la première réponse. D'accord? Donc il va essayer de substituer, de remplacer tout ce qui tend à augmenter les liaisons par tout ce qui tend à diminuer le nombre de liaisons. L'inverse est vrai. Lorsqu'il fait très chaud, la fluidité augmente. Et donc pour s'adapter, justement, notre organisme il va essayer de modifier la composition biochimique en acide gras. D'accord? Donc il va essayer de modifier la composition biochimique en acide gras. Donc là, c'est un rappel. Malheureusement, je n'ai pas le pointeur des lipides qui constituent la membrane biologique. Donc là, vous reconnaissez les glycérophospholipides et là, vous avez l'exemple de la phosphatidylcholine. L'exemple de la phosphatidylcholine. Donc vous avez le glycérol en noir, les deux acides gras, le phosphate et puis la choline. La choline, donc deuxième alcool. Okay? À la place de la choline, on peut avoir la sérine, on peut avoir l'éthanolamine, on peut avoir l'inositol, ou bien on peut avoir un deuxième glycérol. Donc phosphatidylcholine, on l'appelle également lécithine. Lécithine ou bien phosphatidylcholine. Je ne vous demande pas d'apprendre, donc c'est juste un rappel. Là, vous avez l'exemple des stériles. Donc, le cholestérol chez les cellules animales et puis l'ergostérol chez les cellules végétales. Vous remarquez que l'ergostérol, il a en plus une doublaison entre 47 et 48 comparé au cholestérol qui a une seule double liaison. Donc là, on vous donne les deux types de protéines. On avait dit qu'il y a des protéines périphériques et puis il y a des protéines intégrées. Les protéines périphériques, soit du côté externe de la cellule, soit du côté cytoplasmique de la cellule. Par quel type de liaison va être fixée la protéine périphérique? En réfléchissant. Pas sur quoi, mais par quel type d'interaction?
La protéine périphérique, il est hydrophile ou bien hydrophobe? Plutôt hydrophile, puisqu'il est dans l'eau. Milieu extracellulaire, riche en eau. Milieu intracellulaire, riche en eau. D'accord? Par quel type d'interaction il va être fixé? Par exemple, l'ion hydrogène, par exemple, liaison ionique, liaison de Van der Waals, mais on peut avoir aussi une liaison covalente. On peut avoir une liaison covalente qui permet la fixation de la protéine périphérique. Mais globalement, en réfléchissant comme ça, plutôt des liaisons qui touchent les molécules hydrophiles. Qu'est-ce qu'elles peuvent donner les molécules hydrophiles? Elles sont chargées, donc elles donnent des liaisons ioniques. Elles portent des OH, des NH2, des COH, donc elles peuvent donner des liaisons H, n'est-ce pas? Et puis nous avons dit des liaisons de Van der Waals, mais surtout liaisons ioniques et liaisons H. Parfois, on peut avoir une liaison covalente qui permet le lien de la protéine périphérique, on va voir ça avec la membrane biologique. D'accord? Et vous avez les protéines transmembranaires. Nous avons dit les protéines transmembranaires peuvent être à traversée unique, elles traversent une seule fois la membrane, ou bien à traversée multiple. Soit ils traversent une seule fois, soit ils traversent la membrane plusieurs fois. Traversée multiple ou bien unique. Unique, il y en a deux types. Monotopique et bitopique. Je vais noter ça. On les appelle soit à traversée unique, elles traversent une seule fois, soit à traversée multiple. Unique, il y en a deux types, monotopique ou bien bitopique. Rappelez-vous la protéine, donnez-moi une petite minute là. Une petite minute. La protéine, elle est polarisée, n'est-ce pas? Il y a le côté N-terminal et il y a le côté C-terminal. Le premier acide aminé de la protéine et puis le dernier acide aminé de la protéine. Lorsque la protéine traverse la membrane, si on voit les deux côtés, on voit le côté N-terminal et on voit le côté C-terminal, on l'appelle bitopique. Si on voit un seul côté, on l'appelle monotopique. Si on voit le côté NH2, on dit que c'est une protéine de type 1. Si on voit que le côté COH de l'intérieur, on dit qu'elle est de type 2. Donc on va essayer de noter ça. Donc à traversée unique, il y a deux cas. Soit on voit les deux extrémités, par exemple le COH du côté extracellulaire et le NH2 du côté intracellulaire, il est bitopique. Si on voit qu'un seul côté, ça veut dire qu'elle n'émerge pas, elle ne traverse pas complètement la membrane biologique. Dans ce cas-là, elle est unitopique. S'il traverse plusieurs fois, elle est polytopique. Et la partie qui traverse, c'est une partie qui doit être hydrophobe, formée uniquement
uniquement par des acides aminés hydrophobes. Nous avons dit 20 à 30 acides aminés hydrophobes. Donc si je vous donne la séquence d'une protéine membranaire, si je vous demande est-ce qu'il est externe ou bien est-ce qu'il est interne, normalement je devais répondre. Est-ce que c'est une protéine périphérique ou bien est-ce que c'est une protéine transmembranaire? Vous devez être capable de répondre. Pourquoi? Parce que vous allez regarder la séquence primaire de la protéine, par quoi elle est formée. Si vous trouvez qu'elle contient des portions où vous n'avez que des acides aminés hydrophobes, vous allez dire voilà, probablement cette protéine-là est une protéine transmembranaire. Donc au moins une vingtaine d'acides aminés hydrophobes, l'un au bout de l'autre, l'un après l'autre. D'accord? Lorsqu'on vous a parlé des protéines, on vous a dit que les protéines, on peut les caractériser par leur structure primaire, leur structure secondaire, leur structure tertiaire et parfois par la structure quaternaire. Primaire, c'est l'enchaînement des acides aminés qui la constituent. Quel est le premier, quel est le deuxième, troisième, etc. Secondaire, on va regarder les différentes parties de la protéine. Comment elles se présentent? Région par région. Est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'elle est sous forme de feuillet plissé, un feuillet plissé comme ceci, ou bien sous forme d'hélice? Ça, c'est la structure secondaire. Et puis tertiaire, c'est la forme de la chaîne protéique. C'est la forme définitive d'une chaîne protéique. D'accord? Donc, la structure secondaire, c'est soit linéaire, soit liquidale, soit sous forme de feuillet bêta, ou bien feuillet plissé. Eh bien, sachez que le protéine transmembranaire, la partie qui traverse la membrane biologique, c'est une partie qui est généralement sous forme hélicoïdale. Les acides aminés qui traversent l'épaisseur de la membrane biologique sont sous forme d'hélice, sous forme hélicoïdale. Dans la plupart des cas, sous forme hélicoïdale. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas sous forme de feuillet plissé, mais sous forme hélicoïdale. D'où le schéma que vous avez à ce niveau-là. D'accord? C'est une protéine qui est comment? Polytopique, monotopique, polytopique. À traverser multiples. À traverser multiples et puis sous forme d'hélice. Donc là, vous avez quelques cas. D'accord? Qu'est-ce que j'avais dit? Généralement, sous forme hélicoïdale. On peut avoir une exception. On peut avoir la partie centrale qui est complètement, mais c'est très rare, sous forme de feuillet plissé. Par exemple, le schéma que vous avez, le troisième, en commençant à partir de l'extrémité. Donc, le premier schéma, c'est bitopique, n'est-ce pas? Deuxième, c'est polytopique. Et puis, troisième, c'est pas sous forme hélicoïdale, mais sous forme de feuillet plissé. Sous forme de feuillet bêta. Mais c'est exceptionnel. D'accord? C'est exceptionnel. Là, on vous montre également, je vais interpréter ce schéma, les modes d'ancrage ou bien les modes de fixation des protéines périphériques. On ne regarde pas par quel type de liaison. Mais où peuvent-ils se fixer, peuvent-elles se fixer sur la membrane biologique? Si on commence à partir de la droite, la protéine périphérique est fixée sur une autre protéine, qui est elle transmembranaire. Donc parmi les protéines périphériques, il y en a celle
qui se fixe sur les protéines transmembranaires. Mais comment? Par les interactions que nous avons déjà définies, par des liaisons que nous avons déjà définies. D'accord? Deuxième exemple, c'est pareil. Donc c'est du côté cytoplasmique. Tout à l'heure c'était du côté extracellulaire. Si vous prenez la troisième molécule, elle est fixée sur quoi? La molécule qui est au rose, ça représente quoi? Le rose. Il y a le phosphate à côté, jaune et à droite. Et puis vous avez la molécule rose qui est le glycérol avec 2 acides gras. Glycérol avec 2 acides gras. Phosphate plus le glycérol à 2 acides gras, ça donne quelle molécule? Glycérol plus 2 acides gras, c'est le diglycéride. Plus le phosphate, acide phosphatidique. Acide phosphatidique. D'accord? Si vous avez en plus des sucres, en bleu c'est des sucres. D'accord? Sucre, plus le phosphate, plus le glycérol, plus 2 acides gras. Glycosyle, phosphatidyle, glycérol. D'accord? Inositol, pardon, inositol. Parce que vous avez l'inositol en plus. C'est pas visible, hein, c'est pas visible l'inositol. GP, glycosyle, phosphatidyle. D'accord? Avec les sucres. Glycosyle, phosphatidyle. L'acide phosphatidique, on le connaît. L'acide phosphatidique, c'est le glycérol plus les acides gras plus le phosphate. D'accord? Rappelez-vous. Là, c'est l'acide phosphatidique. D'accord? Là, c'est l'acide phosphatidique. Phosphatidique, c'est le précurseur du glycérophospholipides. Vous avez le glycérol, les acides gras et puis le phosphate. Si vous avez en plus ici l'inositol, l'acide phosphatidique, glycérol, acide gras, plus le phosphate. Si vous avez l'inositol, phosphatidyle, inositol. Si vous avez en plus des résidus de sucre, glycosyle, phosphatidyle, inositol. Glycosyle, phosphatidyle, inositol. Glycosyle, phosphatidyle, inositol. Donc là, il y a une petite erreur. D'accord? Ils ont marqué tout simplement phosphatidyle, inositol. GPI, glycosyle, phosphatidyle, inositol. D'accord? G pour glycosyle, P pour phosphatidyle, I pour inositol. Donc certaines protéines périphériques, elles peuvent être fixées sur la membrane biologique grâce au glycosyle, phosphatidyle, inositol. Glycosyle, phosphatidyle, inositol. GP. C'est bon? L'inositol ne le voit pas, c'est pas grave. La quatrième molécule.
quatrième molécule de protéine périphérique, et il est fixé sur un acide gras. Donc il y en a des protéines périphériques qui sont fixées sur la membrane biologique grâce à une liaison avec un acide gras. D'accord? Grâce à un acide gras. Donc là, on vous donne quelques modes d'ancrage des protéines externes. Soyez à l'heure la prochaine fois. Sinon, ce n'est pas la peine de venir. Donc, qu'est-ce que je vous demande de savoir? On ne va pas vous demander d'apprendre par cœur ce que nous donnons au niveau des diapositives. Par contre, il faudrait comprendre un petit peu comment ça marche. Comment ça fonctionne cette membrane biologique, quelle est sa composition biochimique, etc. Donc, pour les protéines, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y en a deux types. Ça, c'est évident. Protéines périphériques, protéines transmembranaires. Maintenant, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire transmembranaire. Et puis, il faudrait savoir que transmembranaire, il y en a plusieurs types. Il y en a plusieurs types. Il faudrait savoir également, lorsque ça traverse la membrane qui est hydrophobe, la protéine transmembranaire doit être formée par des segments, par des fragments qui doivent être hydrophobes. Un seul fragment, elle va traverser une fois. Plusieurs fragments, automatiquement, elle va traverser plusieurs fois. Comment ils sont ancrés sur la membrane biologique? Eh bien, il y en a plusieurs types. Retenez quelques exemples. On ne vous demande pas d'apprendre par cœur les différents types d'ancrage, mais retenez quelques modes de fixation des protéines au niveau des membranes biologiques. En particulier, bien sûr, des protéines périphériques, parce que les protéines transmembranaires, elles sont ancrées par la traversée de la membrane biologique. Périphérique, nous avons dit, il y a plusieurs modes de leur fixation sur la membrane biologique. Sur le glycosylphosphatidylinositol, sur une protéine transmembranaire, sur un acide gras, d'accord? Donc, vous avez plusieurs possibilités. Voilà donc les deux composantes des membranes biologiques, lipides et protéines. Il reste la troisième composante, les sucres. Les sucres, on les trouve au niveau de deux membranes biologiques essentielles. La membrane plasmique, d'accord? La membrane plasmique, sur la face externe de la membrane plasmique. Ne prenez rien, vous allez essayer de suivre. S'il y a quelque chose d'important, je vais vous la donner. Ça constitue ce qu'on appelle glycocalyx. Le glycocalyx. Glycocalyx, ce sont les résidus de sucre qui apparaissent sur la face externe de la membrane biologique. On les appelle également sel coat. Sel coat. On les appelle également un revêtement fibreux. Revêtement fibreux, sel coat, glycocalyx, ce sont les sucres de la face externe de la membrane plasmique. À quoi ça sert ces sucres? Déjà, c'est une couche fibreuse. Une couche fibreuse, ça peut protéger. Donc, une protection. Une protection contre quoi? Ça peut être une protection mécanique, au niveau du digestif, par exemple. Une protection chimique, contre quelques produits chimiques. D'accord? Par exemple, l'acidité. Ça peut être une protection enzymatique, contre les dégradations enzymatiques. Donc, une protection. Si vous avez en tête quelques rappels en biochimie, on vous a dit que parmi les sucres, il y a des dérivés de sucre. Et parmi les dérivés de sucre, vous avez ce qu'on appelle l'acide sialique. L'acide sialique. Ça vous dit quelque chose, l'acide sialique? L'acide sialique. L'acide neuraminique. Neuraminique, sialique. Non? C'est un sucre qui est formé par la condensation de l'acide pyruvique avec manosamine, peu importe. Donc c'est une molécule à 9 atomes de carbone. Et c'est une molécule chargée négativement. L'acide sialique porte une charge négative. Et c'est cet acide-là qui termine la chaîne des sucres. Vous avez des sucres à la surface de la membrane. Le dernier sucre, c'est un dérivé du sucre, c'est l'acide sialique. Et l'acide sialique au pH physiologique, il est chargé négativement. S'il est chargé négativement, ça veut dire qu'il peut piéger tout ce qui est chargé positivement. Donc, il peut piéger, par exemple, les métaux.
Donc c'est un moyen qui permet la fixation des métaux au niveau de la face extracellulaire des membranes biologiques. D'accord? Le glycocalyx, ce qu'il faudrait savoir, c'est un revêtement fibreux. Ce sont des résidus de sucre qui apparaissent au niveau de la face externe de la membrane biologique, dont le rôle est généralement la protection, mais aussi, grâce à l'acide cyanique, il fixe quelques métaux qui passent au niveau du milieu extracellulaire. Vous allez voir un peu plus tard en physiologie, donc si vous faites la physiologie en 3e cycle, on va vous dire également que le glycocalyx permet également, c'est un site d'entrée de certains virus à l'intérieur des cellules. Donc ça permet également l'entrée de quelques virus, l'infection des cellules par des entités virales. Les virus passent justement suite à leur fixation au niveau du glycocalyx qui constitue la face externe des membranes biologiques. D'accord? Les sucres apparaissent au niveau de la face externe des membranes biologiques. Ils jouent essentiellement un rôle protecteur. D'accord? Et tout à l'heure, j'avais dit qu'au niveau de l'appareil digestif de la cellule, qui est lysosome, d'accord? Lysosome, c'est le lieu de digestion à l'intérieur de la cellule. Donc, ce sont des vésicules bourrées par des enzymes de dégradation, n'est-ce pas? Et ces vésicules-là, leur face interne, elle est constituée également par du glycocalyx. Donc, on trouve les sucres au niveau de leur face interne. Pourquoi au niveau de la face interne? C'est pour protéger la vésicule, parce qu'à l'intérieur, vous avez des dégradations et un milieu acide, vous avez pas mal d'hydrolases. Pour que les hydrolases n'attaquent pas la vésicule, il faudrait qu'elle soit protégée, et donc les sucres, on les trouve du côté interne. D'accord? On les trouve du côté interne. Les groupes sanguins A, B, O sont définis également par les résidus de sucre qui apparaissent à la surface des cellules. Par exemple, les globules rouges, au niveau de leur surface, vous avez des résidus de sucre qui définissent le groupe sanguin O, A, B, AB et le groupe sanguin O. D'accord? Lorsqu'on a l'antigène A, ça veut dire que notre organisme va fabriquer des anticorps anti-B. D'accord? Parce que A, ça existe. Si vous avez l'antigène B, ça veut dire qu'il va fabriquer, on aura des anticorps anti-A. Si vous avez l'antigène A et l'antigène B, c'est-à-dire le groupe sanguin AB, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'anticorps. Il n'y aura pas d'anticorps parce que nous avons les deux antigènes. Nous avons à la fois l'antigène A et nous avons l'antigène B. Si vous avez le groupe sanguin O, ça veut dire que vous fabriquez, vous n'avez pas d'antigène du tout. Ça veut dire que votre organisme fabrique à la fois l'anticorps A et l'anticorps B. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui définit l'antigène A, l'antigène B et l'antigène AB? Eh bien, nous avons un précurseur qui est formé par des résidus. Donc là, vous avez 4 sucres au départ. D'accord? Vous avez le N-acétylgalactosamine. Vous avez le galactose, GAL. Vous avez le N-acétylglucosamine. Et vous avez le fucose. Le fucose, c'est un dérivé de sucre. Le dernier carbone terminal, ce n'est pas un alcool, ce n'est pas CH2OH, c'est un CH3. Donc à la place de CH2OH, vous avez un CH3. Donc ce n'est pas vraiment un ose, c'est un dérivé d'ose dont le carbone terminal est réduit. Le carbone terminal est réduit. On a un précurseur qui va subir la fixation d'une 5e molécule d'ose, n'est-ce pas, pour nous donner l'antigène H ou bien l'antigène O. D'accord? L'antigène H, il est défini par un résidu, par des résidus de sucre. D'accord? N-acétylgalactosamine, galactose, et puis vous avez
N-acétylglucosamine, n'est-ce pas? Donc vous avez 5 résidus qui sont marqués au niveau du tableau. Donc je ne connais pas par cœur les résidus. Vous avez 5 résidus qui constituent la partie glucidique qui apparaît à la surface des globules rouges. D'accord? Quelle est la différence entre l'antigène A et l'antigène B? C'est le sixième sucre. Le sixième sucre qui va être transféré sur les résidus. D'accord? Le sixième. Le sixième, il peut être soit N-acétyl, soit le galactose, tout simplement. D'accord? Soit N-acétyl-galactoglucosamine. N-acétyl-glucosamine. Dans ce cas-là, ça vous donne l'antigène A. Si vous avez le galactose, ça vous donne l'antigène B. Donc, l'antigène O, il a un sucre de moins. L'antigène A, il a un sucre qui est donc le galactose. Et l'antigène B, il a un autre sucre à la place du galactose. D'accord? Donc, une simple différence au niveau des oses qui constituent, des résidus d'oses qui constituent la surface des globules rouges, définit soit l'antigène A, soit l'antigène B, soit l'antigène AB, soit l'antigène O, D'accord? Donc au départ, on a le même précurseur. Il y a fixation d'un sucre, ce qui donne l'antigène O, ou bien l'antigène H. Et puis il y a une fixation d'un autre sucre qui permettra de distinguer l'antigène A de l'antigène B, de l'antigène bien sûr AB et de l'antigène O. D'accord? Donc les antigènes sont définis par la nature des oses que l'on trouve au niveau de la face externe des globules rouges. Au niveau de la face externe des globules rouges. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur les sucres qui constituent les antigènes. D'accord? Les propriétés des membranes biologiques. On a vu la composition, lipides, protéines, sucre. Maintenant, les propriétés. Propriétés, on a déjà vu la fluidité. Rappelez-vous, nous avons dit, les molécules constitutives des membranes biologiques sont mobiles. Elles sont mobiles, et puis la mobilité dépend de plusieurs facteurs. Les protéines sont mobiles, les lipides sont mobiles. D'accord? Les protéines, globalement, sont 10 fois plus grosses que les lipides. Les lipides sont 100 fois plus petites que la protéine. Ça veut dire que c'est normal, plus une molécule est petite, plus elle va être mobile. Ça veut dire qu'il y a plus de mobilité de molécules lipidiques que de molécules protéiques. La protéine possède un seul mouvement important. Un seul mouvement important. C'est le mouvement latéral. Latéral, ça veut dire qu'elle se déplace dans le plan de la membrane. Mouvement latéral. Mais elle possède un mouvement également de rotation. Elle peut subir une rotation sur elle-même. Mais le plus important, c'est le mouvement latéral. Si vous prenez les molécules lipidiques, eh bien lipidique, ça peut être latéral. Mais nous avons une double couche, attention. Latéral dans une face, la face externe, ou bien latéral dans la face interne. Celle qui est dans la face interne va bouger dans la face interne, celle qui est dans la face externe va bouger dans la face externe. Ça peut être également un mouvement de bascule, flip-flop, d'accord? Transversal, ça veut dire d'une face de la membrane vers l'autre face de la membrane. Ça peut être un mouvement de rotation sur elle-même. Ça peut être un mouvement de bascule, de balance, ou bien de flexion. Ça veut dire que les deux chaînes d'acides gras peuvent bouger d'un côté, peuvent balancer d'un côté de la membrane, comme ils peuvent balancer de l'autre côté de la membrane. Mais bien sûr, le mouvement le plus important, ça reste toujours le mouvement latéral. Le mouvement latéral. Donc je peux vous donner un schéma si ça vous... Et de ces mouvements,
négatif, vous avez la diffusion latérale dans le plan de la membrane. Vous avez la rotation de la molécule sur elle-même. Vous avez la diffusion transversale d'une face vers l'autre face. Ça met en jeu des enzymes qu'on appelle des flippases. Flippase, c'est l'enzyme qui permet le flip-flop, le passage d'une face vers l'autre face. Et puis vous avez le mouvement de balance, qu'on appelle également la flexion. La flexion, balance, ça veut dire que les deux chaînes balancent d'un côté comme de l'autre côté. Pour les protéines, nous avons deux mouvements. La rotation positérienne et vous avez la diffusion latérale. Un seul acide gras. Alors, la rotation. Sur elle-même. La molécule tourne sur elle-même. Dépêchez-vous. Donc la première propriété, les membranes sont fluides. Et ça a été déjà défini en 1972. On avait dit que la membrane est une mosaïque fluide. Mosaïque fluide, ça veut dire que les molécules ne sont pas figées. Les molécules bougent. Pour que la membrane soit fonctionnelle, il faudrait que ces composantes bougent. Sinon, il n'y aura pas d'activité, par exemple, enzymatique, sinon il n'y aura pas de transport biologique. Donc tout ceci nécessite un déplacement des molécules au sein de la membrane biologique. Regroupement des molécules pour accomplir un certain nombre de fonctions. Un regroupement nécessite des mouvements. Donc, la membrane doit être fluide. Deuxième propriété, vous avez la symétrie. Et la membrane est asymétrique. Symétrique, ça veut dire que vous avez la même chose du côté externe que du côté interne. On n'a pas la même chose. Il y a une asymétrie qui touche les trois constituants principaux des membranes biologiques. Elle touche les sucres. Les sucres, soit du côté externe, dans le cas de la membrane plasmique, soit du côté interne, dans le cas de la membrane des lysosomes. Donc, ce n'est pas symétrique. Ça touche les protéines. Les protéines périphériques ne sont pas les mêmes du côté externe que du côté interne. Dans le côté externe, vous avez des ponts disulfures, ça veut dire que c'est un milieu qui est oxydant. Alors que le milieu cytoplasmique est un milieu réducteur. Il n'y a pas de pont disulfure au niveau des protéines périphériques que l'on trouve au niveau de la face cytoplasmique. Pont disulfure, ça veut dire deux cystéines qui réagissent entre elles. Donc il n'y a pas de pont disulfure. Donc c'est un milieu qui est réducteur. On a SH, SH. On n'a pas la même chose du point de vue composition d'acides gras. L'intérieur de la membrane biologique est plus fluide que l'extérieur de la membrane biologique.
Ça veut dire qu'il y a plus d'acides gras insaturés du côté interne que plutôt du côté externe. Donc il y a plus d'acides gras insaturés du côté interne. Donc les membranes biologiques sont asymétriques. C'est une asymétrie de composition biochimique. C'est une asymétrie de composition biochimique. Les constituants biochimiques ne sont pas les mêmes du côté externe que du côté interne. Si on n'a pas les mêmes molécules, on n'aura pas la même charge. Il y a des molécules qui sont chargées, d'autres molécules qui ne sont pas chargées. Il y a des molécules qui portent des charges négatives, d'autres qui portent des charges positives. Donc si on n'a pas la même composition biochimique, on n'aura pas la même charge. On sait que l'intérieur d'une membrane biologique est chargé négativement comparé à l'extérieur de la membrane biologique. Donc il y a une certaine polarité. La membrane, elle est polarisée. L'intérieur est négatif alors que l'extérieur est positif. En partie parce qu'on a une composition biochimique qui est différente. Voilà donc les trois caractéristiques des membranes biologiques: la fluidité, l'asymétrie et la polarité. La polarité, elle est en relation, en partie, je dis bien en partie, en relation avec la composition biochimique. La fluidité, vous avez déjà vu, on l'a même vu ensemble cette année, l'expérience d'hybridation somatique. L'expérience de fusion entre deux cellules dont les protéines sont marquées par des marqueurs fluorescents, rappelez-vous. La rhodamine qui est rouge, la fluorescine qui est verte. On fusionne deux membranes. Au départ, la moitié elle est rouge, la moitié elle est verte parce que l'une était rouge et l'autre était verte. Mais après un certain temps, il y a une répartition aléatoire des protéines des deux membranes. Donc il y a une alternance du rouge avec du vert. Ça veut dire que les protéines bougent à l'intérieur de la membrane biologique. Donc l'expérience qu'on appelle l'expérience d'hybridation somatique. On hybride, on fusionne, hybridation somatique. On fusionne deux cellules différentes, mais on fusionne que les cytoplasmes. On ne fusionne pas les noyaux. D'où l'appellation hybridation somatique, hybridation des cytoplasmes. On fusionne les cytoplasmes des deux cellules. Donc là, on a vu lorsqu'on a abordé la fluorescence. Le transport membranaire. On vous a dit, donc là je vous demande d'avoir en tête que le schéma. Vous n'avez rien à apprendre. Vous allez m'écouter s'il vous plaît, un petit rappel. On vous a dit que le transport, on peut le fractionner en deux types, deux grands types, selon la taille de la molécule. Quand on parle des petites molécules, c'est la perméabilité. On parle de perméabilité. Lorsqu'il s'agit d'une grosse molécule, transport cytotique. Transport cytotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des déformations de la membrane plasmique, d'accord? Et cette déformation, elle peut être vers l'intérieur, l'endocytose, soit une déformation vers l'extérieur, l'exocytose, et c'est un transport qui est visible par la microscopie électronique. On le voit. On voit la déformation de la membrane, on voit l'endocytose, ou bien on voit l'exocytose. La perméabilité, on ne la voit pas, elle n'est pas visible par la microscopie. Donc, transport des petites molécules, c'est la perméabilité. Transport des macromolécules, c'est le transport cytotique. Donc, deux choses. La perméabilité. La perméabilité, il y a aussi deux types. Rappelez-vous. Il y a le transport passif et il y a le transport actif. Passif, pas de consommation d'énergie, dans le sens de gradient de concentration. Il se fait toujours du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Actif, l'inverse. Ça consomme de l'énergie contre le gradient de concentration du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Ça, c'est le schéma général. Un peu plus de détails. Passif. Passif, il y a deux types. Passif, par simple diffusion. Ça veut dire que les molécules traversent la membrane. Elles sont capables de traverser elles-mêmes la membrane. Du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. La vitesse de transport, bien sûr, dépend de la taille de la molécule. Plus la molécule est petite, plus elle va diffuser facilement.
il dépend également de l'hydrophobicité de la molécule. Est-ce que la molécule est hydrophobe ou pas? Plus la molécule est hydrophobe, plus elle va traverser facilement la membrane biologique, parce que l'intérieur de la membrane est hydrophobe. Et puis vous allez avoir une vitesse qui est proportionnelle à la concentration. Donc la vitesse va augmenter avec l'augmentation de la concentration. Ça c'est le premier type. Diffusion, on va noter ça, ne vous inquiétez pas. Diffusion simple. Deuxième cas, diffusion, transport passif, toujours. Diffusion par un transporteur. Par un transporteur, il y a plusieurs cas. Il y a ce qu'on appelle la diffusion par des canaux, un canal qui va permettre le passage de la molécule d'un côté de la membrane vers l'autre côté de la membrane. Un canal, c'est un tunnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un transport qui touche les molécules chargées. Par exemple, les ions, sodium, potassium, calcium, etc. Donc ça touche des molécules qui sont chargées. Et les molécules chargées, en particulier les ions, ils ne peuvent pas diffuser à travers la membrane biologique. Il leur faut un canal. Ça veut dire une protéine ou bien plusieurs protéines. C'est ça un canal. C'est soit une protéine transmembranaire qui va laisser passer son intérieur et sous forme d'un tube qui laisse passer l'ion d'un côté de la membrane vers l'autre côté de la membrane. On est d'accord? Mais l'ion, il est chargé. Ça veut dire que l'intérieur du canal doit être formé par des acides aminés hydrophiles. L'intérieur. Alors que l'extérieur, il va être formé par des acides aminés hydrophobes, parce que l'extérieur, il est en contact avec la membrane biologique. D'accord? Et puis, ce canal, il permet le passage de l'ion d'un côté concentré vers le côté le moins concentré. Donc, dans le sens du gradient de concentration. Mais est-ce que le canal est toujours ouvert? Non, il n'est pas toujours ouvert. Il y a un canal qui s'ouvre en présence d'une différence de potentiel. Lorsque la différence de potentiel arrive au niveau du canal, il va s'ouvrir. D'accord? Potentiel dépendant. Il y a un canal qui s'ouvre lorsqu'il y a un ligand qui se fixe sur le canal. Donc lorsqu'il y a un ligand, par exemple le calcium, il peut se fixer sur un canal, ce qui permet son ouverture. L'acétylcholine que vous connaissez, elle peut se fixer sur un canal, ça permet l'ouverture. L'IP3, l'inositol-triphosphate, il peut se fixer sur un canal pour permettre son ouverture. Donc, ligand dépendant, potentiel dépendant, on peut même avoir un canal qui s'ouvre par étirement, par exemple au niveau de l'oreille interne. D'accord, l'oreille, il y a une déformation d'oreille. Lorsque ça déforme, ça tire et ça peut laisser passer des ions. Donc, des canaux dépendants. Donc, il y a des canaux qui permettent le passage des molécules d'un côté de la membrane vers l'autre côté de la membrane. Donc nous avons dit simple diffusion ou bien par un transporteur. Le transporteur, ça peut être un canal. Le transporteur, ça peut être ce qu'on appelle une perméase, une protéine de transport, qui va fixer la molécule d'un côté et qui va la ramener vers l'autre côté par un changement de configuration. La molécule change de forme lorsqu'elle va transporter le substrat d'un côté de la membrane vers l'autre côté de la membrane. C'est ce qu'on appelle le transport facilité. Le transport facilité, c'est par exemple le transport des sucres. C'est par exemple le transport des acides aminés. Un transporteur qui va reconnaître son substrat et qui va le ramener d'une face de la membrane vers l'autre face de la membrane. Troisième cas, le cas de l'eau. L'eau, il peut passer d'une face de la membrane vers l'autre face de la membrane par des protéines de transport qu'on appelle l'aquaporine. L'aquaporine, ce sont des protéines qui permettent le passage de l'eau d'une face de la membrane vers l'autre face de la membrane. D'accord? Donc, transport passif, il n'y a pas ça, la diffusion. Il y a par des transporteurs. Transporteurs, 3 cas. Transport facilité, transport par des canaux et transport dans le cas d'eau par des aquaporines. Par des aquaporines. Je l'ai noté quelque part. Donc c'est bon? C'est bon pour le transport?
avoir 46. Donc si vous retenez ce schéma, c'est déjà bien. Transport actif, passif, pas de consommation d'énergie, Selon le grade. selon le gradient de concentration, deux grands types avec et sans transporteur. Sans transporteur passif simple, avec cas des canaux ioniques, cas de l'eau, des aquaporines, et cas du transport facile. Voilà ce qu'on vous demande de savoir. Transport actif. Actif, ça consomme de l'énergie. Contre le gradient de concentration. Ça veut dire du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Là aussi, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle le transport actif primaire. Il y a ce qu'on appelle le transport actif secondaire. Primaire, il utilise l'ATPase. Il utilise des pompes. C'est comme vous le savez, l'exemple que vous connaissez, la pompe sodium-potassium. La pompe. Pour fonctionner une pompe, il faut de l'énergie. La pompe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prélève. Elle prélève. Qu'est-ce qu'elle va prélever? Elle va prélever, par exemple, du sodium à partir d'un milieu qui n'est pas concentré pour le ramener vers la surface qui est plus concentrée, 10 fois plus concentrée. Et puis il ramène le potassium depuis un milieu qui est donc moins concentré vers l'intérieur qui est un milieu 10 fois à 20 fois plus concentré. Et ceci par hydrolyse de l'ATP. Par hydrolyse d'ATP. D'accord? La pompe sodium-potassium. Il y a une pompe pour H+. Il y a une pompe pour le calcium. Donc il y a plusieurs pompes. Et toutes les pompes, bien sûr, fonctionnent avec de l'énergie qui provient de l'hydrolyse de l'ATP. Qui provient de l'hydrolyse de l'ATP. Donc, transport actif primaire, il se fait par des ATPases. Et les ATPases, ce sont des pompes qui hydrolysent la molécule d'ATP, qui hydrolysent l'ATP pour fonctionner. Donc, l'énergie nécessaire provient de l'ATP. L'énergie nécessaire provient de l'ATP. Ça, c'est le premier type. Deuxième type, c'est le transport actif secondaire. On l'appelle aussi transport couplé. On l'appelle aussi le cotransport. Le cotransport, ça veut dire qu'il y a le transport de deux molécules à la fois. Une molécule qui passe activement et qui va ramener l'autre molécule qui passe passivement, et qui va ramener l'autre molécule qui va passer, qui va entraîner l'autre molécule qui va passer activement. Je m'explique. Vous avez beaucoup de sodium à l'extérieur. D'accord? Vous avez beaucoup de sodium à l'extérieur. Au niveau du plasma, vous allez avoir des globules rouges. Et dans le plasma, vous allez avoir du sucre, du glucose. D'accord? Et puis, par exemple, l'hémacine, elle a besoin du glucose. Elle a besoin du glucose pour des fins énergétiques. Le problème, c'est qu'il y a moins de glucose à l'extérieur. Il y a moins de glucose à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, le glucose, il doit passer par un transport actif. Qui c'est qui va permettre son transport? C'est le sodium. Le sodium, il va entrer à l'intérieur de la cellule, il va ramener, il va entraîner avec lui le glucose. Le transport passif, il libère de l'énergie. Et cette énergie-là, elle sera utilisée pour ramener du glucose à l'intérieur. Donc les deux vont dans le même sens. C'est un cotransport. Et c'est un cotransport qu'on appelle symport. Symport, ça veut dire que les deux molécules vont dans le même sens. Dans le même sens, symport. L'inverse, c'est antipore. Antipore, ça veut dire une molécule, elle entre, l'autre molécule, elle sort. Donc là, vous avez justement... Là, c'est un autre exemple, H+, avec le saccharose. Moi, je vous ai donné l'exemple du sodium avec le glucose. D'accord? Le sodium avec le glucose, nous avons dit aussi, c'est un transport qui est symport. Donc, l'énergie ne provient pas de l'hydrolyse de l'ATP. On est d'accord? Il n'y a pas d'hydrolyse d'ATP. C'est le gradient chimique qui entraîne le sodium
C'est lui qui va permettre également l'entrée du glucose. Donc on utilise l'énergie provenant de la diffusion passive pour entraîner justement l'autre molécule d'une manière active. D'accord? Comme exemple d'anticorps, ça veut dire il y a une molécule qui sort et puis il y a une molécule qui entre. Généralement, là c'est pas le cas, vous avez la molécule, dans la plupart des cas, la molécule qui entre c'est le sodium. Dans la plupart des cas, c'est le sodium qui entre. Et c'est lui qui ramène l'autre molécule, soit dans le même sens, soit dans le sens opposé. Comme exemple d'anticorps, vous avez le sodium avec H+. Avec H+. Lorsqu'il y a acidification du milieu cellulaire, lorsque la quantité H+ augmente au niveau des cellules, le milieu devient acide. La normale, c'est neutre, 7,2, à peu près 7,2. Quand il y a acidification, justement, on assiste à un transport antipore qui va faire sortir l'hydrogène, jusqu'à ce que la valeur du pH atteigne la valeur de 7,2. Il va y avoir entrée du sodium et sortie de H+. C'est ce qu'on appelle un transport antipore, qu'on appelle également échangeur. Un transport échangeur. Échangeur, ça veut dire qu'elle échange le sodium, l'hydrogène, H+, par le sodium. Elle remplace H+, par le sodium. Ah, vous m'avez dérangé, mademoiselle. Vous avez perturbé le cours. Allez-y. المخ ديالي كنشوف فيهم حتى alors transport actif de type primaire et secondaire. Primaire, c'est par des ATPase, par des pompes. Ça consomme de l'ATP. Généralement, le transport des ions, sodium, potassium, calcium, etc. Maintenant, secondaire, c'est un cotransport, ça veut dire deux choses en même temps. Soit les deux dans le même sens, c'est sympore. Soit les deux dans un sens opposé, c'est antipore. Antipore, on l'appelle aussi échangeur. Il permet l'échange. Par exemple, l'entrée du sodium est sortie de H+. Généralement, c'est le sodium qui entre. Donc, c'est un transport passif sodique, dans la plupart des cas. Mais il y a des exceptions. Là, vous avez une exception. Vous avez donc le saccharose et H+. Normalement, c'est le sodium. D'accord? C'est le sodium. Voilà donc pour la perméabilité. Là, c'est un schéma qui vous montre comment peut-on isoler une protéine au niveau d'une membrane biologique et comment peut-on étudier les fonctions de cette protéine. Donc, comment peut-on savoir qu'une telle protéine joue un rôle de transporteur, par exemple? Il faut l'isoler, il faut la purifier, il faut l'extraire à partir d'une membrane biologique et puis, après, on fait l'étude. Quel est le moyen qui permet la séparation des protéines à partir de la membrane biologique? Vous avez déjà vu ça normalement en biochimie, technique d'analyse, peut-être même en biochimie structurale, un petit peu en biologie cellulaire. La séparation des protéines met en jeu l'utilisation des détergents. On utilise des détergents. Les détergents permettent la dispersion des molécules constitutives des membranes biologiques. Et ils piègent les protéines. Et il y a bien sûr plusieurs types de détergents. Il y a des détergents ioniques, il y a des détergents non ioniques. Donc on peut extraire les protéines en utilisant des détergents. La protéine qui m'intéresse, celle que je cherche à étudier,
je vais l'intégrer dans un liposome. C'est quoi un liposome? C'est une membrane artificielle que je prépare moi-même en utilisant des phospholipides. Et je vais intégrer cette protéine dans cette membrane et je vais pouvoir l'étudier par la suite. Supposons par exemple que je cherche à connaître le transporteur du glucose au niveau des hématies, eh bien j'extrais ce transporteur, je l'intègre dans une membrane artificielle et puis je vérifie la fonctionnalité de ce transporteur. Donc, connaître la fonction passe par l'extraction de la protéine et l'extraction utilise des détergents, bien sûr. Et une fois extraite la protéine, elle doit être intégrée dans une membrane pour étude, une membrane généralement artificielle qu'on appelle liposome. Liposome parce qu'il est formé que par des lipides. Liposome, formé que par des lipides. Là, c'est la même chose. Le transport cytotique. Cytotique, lorsque les molécules à transporter sont de grande taille. Transport des macromolécules. C'est le transport des macromolécules. Je vais être rapide, puis on va continuer la prochaine fois. Les macromolécules, soit ils vont entrer, c'est l'endocytose, soit elles vont sortir, c'est l'exocytose. L'endocytose, le matériel biologique, la molécule qui va entrer, elle peut être soit liquide, c'est ce qu'on appelle pinocytose. Pinocytose, ça provient d'un terme latin, pinen, qui veut dire boire. Pinen, ça veut dire boire. Pinocytose, c'est l'entrée des molécules des gouttelettes lipidiques. Les lipides, ce sont généralement des gouttelettes sous forme liquide. Soit la substance qui va être intériorisée va être solide, c'est la phagocytose. Phagen, ça veut dire manger. Phagocytose. Il y a des cellules qui sont spécialisées dans la phagocytose. Et puis nous allons voir que l'endocytose, elle peut être spécifique, ça veut dire qu'elle va s'introduire à un certain point de la membrane biologique, donc elle ne peut pas passer en n'importe quel point, mais au niveau des points précis, au niveau de la membrane biologique, là où il y a des récepteurs, ou bien elle va être non spécifique, ça veut dire que la molécule, elle peut passer en n'importe quel point de la membrane biologique. Donc soit la molécule traverse dans un site précis, c'est comme la douane, vous avez une frontière, soit la frontière elle est perméable, on peut passer par n'importe quel point, ça c'est non sélectif, soit vous passez par la douane et c'est sélectif. Sélectif, c'est là où il y a des récepteurs spécifiques de la molécule qui doit être intériorisée à l'intérieur de la cellule. Donc moi je vais vous laisser parce que j'ai un autre cours après et je vous dis donc